You et vous êtes sur la chaîne Mes Parties Pris. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le jeu The Grizzled, les Poilus. C'est un petit jeu coopératif de 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, puisqu'il s'agit d'un sujet un peu plus sérieux, plus mature, la Première Guerre mondiale, dont une partie se joue en moyenne en 30 minutes. Dans ce jeu, les auteurs Fabien Riffaut et Johan Rodriguez invitent les joueurs à tenir le rôle de soldats de tranchées de la Grande Guerre 1914-1918. Les joueurs devront travailler ensemble, coopérer, afin d'amasser les missions victorieuses. Ils devront aussi gérer leur détresse psychologique afin d'éviter de nuire aux missions et d'éviter de nuire à leurs propres frères d'armes. C'est un petit jeu facile à jouer, mais très difficile à maîtriser. Alors, allons voir ensemble si dans cette petite boîte, il y a un grand jeu. Nous jetterons un petit coup d'œil aux composantes du jeu, je vous expliquerai comment jouer une partie et on revient à la fin pour mes appréciations. Et voilà, regardons ce qu'il y a dans le jeu The Grizzled, les Poilus. Tout d'abord, j'aimerais signaler tout simplement que le jeu fut illustré d'une main de maître par l'illustrateur Tignou, qui ironiquement est décédé en début d'année dans les tragédies de Charlie Hebdo. Donc, tout comme les soldats ici présents dans le jeu, il a défendu le concept de la paix, mais avec le crayon plutôt qu'avec les armes. Donc, en effet, tout le long de la boîte, nous allons retrouver un côté artistique qui lui est très distinct à Monsieur Tignou. Donc, on retrouve aussi un livret d'instructions, donc encore une fois très bien illustré, facile à comprendre. On y passe au travers en 5-10 minutes maximum. On a une petite plaquette qui est un aide-mémoire, donc encore une fois très artistique. Et de l'autre côté, on a l'aide-mémoire qu'on peut déposer sur la table qui va nous aider à ce moment-là à passer au travers du jeu si on a des questions. On a différentes cartes, différents types de cartes. Nous avons les cartes joueurs, dont les joueurs devront choisir un personnage en particulier. On a la carte paix, on a la carte représentée par une colombe, on a la carte monument aux morts. Et on a différentes cartes épreuves, dont certaines cartes sont les coups durs, c'est-à-dire les cartes qui vont amener des détresses psychologiques aux différents joueurs. Parfait. Et moi, j'ai décidé personnellement de les sleever dans un petit plastique, simplement parce que je le trouve très beau et je sais que c'est un jeu qui aura beaucoup de manipulation de cartes et qui va être joué souvent, donc d'une façon de protéger mes cartes. On y retrouve aussi différents jetons que je vais vous expliquer dans la partie, donc encore très bien illustré. Ici, on a une tasse de café représentant lorsque les soldats devront battre à la retraite, ils iront chercher un bon café. Donc ce sont quelques jetons et nous avons aussi des jetons discours, donc à la type bande dessinée, qui sont aussi une façon puissante de nous aider durant le jeu, donc on regardera ça tantôt. On a le marqueur premier joueur, donc encore une fois très artistique, et on a le fond de la boîte qui lui aussi est illustré. Donc, au niveau composante, au niveau pièce de jeu, thumbs up, encore un chef-d'œuvre artistique. Maintenant, allons voir comment on joue à ce jeu. Alors, nous voici en présence du jeu qui est mis en place pour une partie de 4 joueurs. Donc, au départ, ce qu'il faut faire, c'est que chaque joueur va aller choisir une carte personnage. Donc ici, nous allons être Charles Saulière. Et ce qui est important, c'est de mettre la face où il y a le porte-bonheur visible. Donc de l'autre côté, il n'y a pas le porte-bonheur. Donc chacun va choisir son personnage. À noter que ce sont des personnages qui, certains d'entre eux, ont déjà existé. Donc ce jeu se veut aussi un hommage à ces gens-là, ainsi qu'à tous les hommes qui ont vécu cette période de tragédie.
Donc, on va installer, la façon dont on installe le jeu, c'est qu'on y dépose la carte colombe, la carte monument de mort, sur laquelle on va y déposer sur la carte colombe ici 25 cartes. Donc, on va calculer 25 cartes qui, eux, vont être déposées sur la carte colombe. Et le restant des cartes va être déposé sur le monument aux morts. On va y déposer les tuiles de discours, donc ici au centre. À noter que j'explique les règles pour une partie de 4 joueurs. Donc, pour les parties à 2 joueurs, il y a des variantes. Je vous laisse le plaisir d'aller lire les instructions. Ils sont très bien détaillés dans le livret d'instructions. Donc, après avoir déposé les tuiles discours, ce que nous allons faire, c'est maintenant donner à chaque joueur 3 tuiles de soutien. Donc, dans le soutien, ce qu'on a, c'est qu'on a le soutien à gauche, nous avons le soutien à droite, et nous avons aussi des tuiles soutien double à droite, donc 2 flèches par la droite, et nous avons aussi 2 flèches par la gauche. Alors, chaque joueur va recevoir une tuile de soutien de gauche, une de droite, donc une de gauche, une de droite, une de gauche, une de droite, une de gauche et une de droite. Et la troisième tuile, donc chaque joueur va recevoir une troisième tuile, c'est qu'on va piger au hasard dans les tuiles restantes. Donc, il reste des tuiles de droite, de soutien de droite, de gauche, et il y a les doubles flèches. Donc, chacun va avoir au hasard une troisième tuile qu'ils doivent garder secret pour eux. On va assigner le premier joueur ici à Charles Saunière. Et comment se déroule une partie? Bon, le but du jeu, bien sûr, est de passer au travers toutes les épreuves, donc le paquet de cartes qui est ici, pour dégager finalement la colombe. Donc, une fois qu'il n'y aura plus de cartes sur la colombe et plus de cartes épreuves dans les mains des joueurs, c'est la victoire. Sachez qu'à la fin de chaque ronde, il y a des cartes ici du monument aux morts qui va se transférer dans le paquet des épreuves. Ce paquet signifie le moral des troupes. Donc, bien sûr, après chaque épreuve, qui sont tous éprouvantes l'une après l'autre, le moral des troupes va tendre à diminuer. Donc, en fin de guerre, effectivement, le moral risque d'être bas. Et si jamais le paquet est découvert au complet et on y voit le monument aux morts, c'est parce que nous avons perdu la partie. Alors, expliquons comment se déroule une partie. Premièrement, le premier joueur va devoir choisir l'intensité de la mission, de la prochaine mission, c'est-à-dire de choisir le nombre de cartes que les joueurs devront jouer durant la mission. L'intensité peut être de 1 carte à 4 cartes. Une carte étant une mission plus facile et 4 cartes étant une mission très difficile. Au premier tour, nous n'avons pas le choix, ce sera une intensité de 3 cartes. Donc, chaque joueur va piger 3 cartes dans leurs mains. Par la suite, chaque joueur auront à tour de rôle à jouer 4 actions. Donc, dans la phase mission, ce que le joueur devra faire, c'est première des actions qu'il peut réaliser, c'est de jouer une carte. Donc, il peut jouer, il y a différentes sortes de cartes dans les mains. Il y a des cartes menaces, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des menaces sous forme de masque à gaz. Il y en a que il y en a d'autres, ça peut être des obus, des sifflets. Et il y a aussi les menaces conditions météorologiques. Donc, on peut avoir de la pluie. Ici, c'est la nuit. On peut aussi y avoir de la neige. Donc, on va jouer une carte menace. Les cartes menaces sont jouées dans le No Man's Land. Et il y a aussi les cartes coup dur. On peut jouer une carte coup dur. Les cartes coup dur sont, elles, jouées à côté du joueur. Ce sont des effets psychologiques négatifs, donc qui vont rester toujours collés aux joueurs, donc qui vont avoir leurs effets négatifs pendant toute la partie, à moins qu'il y ait une carte ou un événement qui puisse la retirer. Ou sinon, c'est des cartes qui vont devoir rester à côté du joueur toute la partie. L'autre chose aussi, c'est qu'il peut y avoir des cartes avec le fameux signe
de piège. Donc, les cartes avec le signe piège, c'est que systématiquement, si on joue une carte de type piège, on doit alors obligatoirement piger une autre carte et la jouer immédiatement. Donc, celle-ci serait jouée à côté de mon joueur. Si c'était une carte menace, comme ça ici, elle aurait été jouée ici à côté. Et si cette même carte menace a un autre piège, ça s'arrête là. On ne rejoue pas une autre carte par la suite. Ou sinon, une autre des actions possibles pour le joueur, à part de jouer une carte, peut être d'utiliser son porte-bonheur. C'est-à-dire que le porte-bonheur de mon joueur ici, le porte-bonheur c'est en haut à gauche ici sur la carte. Le porte-bonheur, dans mon cas, moi, c'est une menace de pluie. Alors, je joue mon porte-bonheur, donc je retourne la carte. Et ce que je peux faire, c'est enlever à ce moment-là une carte du No Man's Land qui représente la menace. Donc, la menace de la pluie, je la discarte. Donc, effectivement, ça donne plus d'options aux joueurs autour de la table de jouer d'autres cartes de pluie sans danger. L'autre action qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser dans le fond un jeton discours. Donc, si j'avais un jeton discours en ma possession, je pourrais décider de le jouer, faire un beau discours héroïque et courageux. Et concrètement, ce que ça ferait, c'est que, je discarte mon discours, je regarde dans le fond stratégiquement le jeu et je peux annoncer une menace que chaque joueur va pouvoir discarter les cartes menaces du même type à l'extérieur du jeu, vont pouvoir s'en débarrasser. C'est-à-dire ici, stratégiquement, je choisirais de dire avec mon discours, je vais me débarrassons-nous des cartes de nuit, puisqu'il y a déjà 2 cartes de nuit en jeu. Donc, à ce moment-là, les joueurs pourront effectivement se débarrasser de toutes les cartes nuit qu'ils ont dans les mains. Donc, c'est une façon ici de jouer les cartes, de se débarrasser des cartes. Comme on l'a dit au tout début, le but du jeu est quand même de se débarrasser de toutes nos cartes épreuves. Alors, c'est une façon efficace de le faire. Ça nous permet aussi de continuer à jouer puisque nous n'avons plus de cartes de nuit dans nos mains. Pourquoi c'est bien important de gérer les cartes? C'est parce que du moment où il y a 3 cartes menaces du même type dans le No Man's Land, il y aura échec de la mission. C'est-à-dire, s'il y avait 3 cartes de nuit, il y aurait un échec. S'il y aurait 3 cartes de masque à gaz, il y aurait un échec. Et les cartes coup dur comptent aussi pour les cartes qui sont en jeu. C'est-à-dire ici, moi, j'ai une carte coup dur de mon joueur qui est Trauma, qui est une carte de pluie. Alors, cette carte de pluie-là compte pour les cartes qui sont en jeu. C'est-à-dire que s'il y aurait déjà d'autres cartes de pluie en jeu, j'en ai pas d'autres là, mais si jamais il y avait une autre carte de pluie en jeu, alors à ce moment-là, on aurait 2 cartes de pluie. On ne pourrait pas en jouer une troisième puisque ce serait une troisième menace pluie et ça ferait échouer la partie. La dernière action qu'un joueur peut faire, c'est de se retirer. Donc à ce moment-là, se retirer, je prends l'exemple qu'il me reste cette carte-là dans les mains. Je n'ai pas d'autre action à jouer, je n'ai pas de discours à faire, j'ai déjà joué mon porte-bonheur. Alors à ce moment-là, je vais me retirer puisque si je joue une carte pluie, il va y en avoir 3, donc ça signifie l'échec. Alors quand je me retire, je dois choisir un jeton de soutien que je vais choisir qui je veux soutenir, soit mon partenaire à ma gauche ou à ma droite. Dans le cas ici, c'est à la gauche. Et je vais le mettre face cachée et je me retire. Du moment où je me retire, à ce moment-là, mes cartes coup dur n'affectent plus le jeu pour les autres joueurs. Donc, à ce moment-là, d'autres joueurs pourraient jouer une carte pluie puisque mon joueur est retiré et cette carte-là n'a plus d'effet. Alors, ce sont les 4 actions que le joueur peut jouer. Quand le joueur utilise son soutien, à ce moment-là, on va toujours utiliser notre soutien, on va diriger notre soutien vers le joueur qui en a le plus de besoin. C'est-à-dire que si c'était le joueur ici, à ma droite, qui avait le plus de cartes coup dur en sa possession, je voudrais le supporter, les joueurs voudraient le supporter, donc je le supporterais vers la droite.
Et au moment où on révèle nos jetons de soutien à la fin de la ronde, celui qui a reçu le plus de soutien de ses partenaires va pouvoir avoir le choix de deux options. Soit de récupérer son porte-bonheur s'il l'avait déjà utilisé, ou soit de se débarrasser de deux coups durs, ce qui est extrêmement important dans la partie, puisque au moment où, à la fin de la phase soutien, un joueur a 4 cartes coup dur en sa possession, le joueur est considéré comme décédé et c'est la fin de la partie. Tout le monde a perdu. Donc, c'est une des façons que la mission peut prendre fin. La mission peut prendre fin aussi si tout le monde, dans le fond, la mission prend fin si tout le monde s'est retiré. Donc, moi, je me suis retiré. Si tous les gens se retirent à ce moment-là, la mission prend fin. Ce qui va se produire, c'est que toutes les cartes ici dans le No Man's Land vont être défaussées et sorties du jeu. Dans le cas d'un échec, donc dans le cas où il y aurait une troisième carte nuit qui s'est jouée, malheureusement, il y aurait un échec. Les cartes vont être remélangées dans le paquet d'épreuves, dans le paquet ici de mission. Donc, ce qui va nuire à la progression de la partie. L'autre chose qui se produit quand c'est la fin d'une mission, c'est que les joueurs vont garder dans leurs mains les cartes qu'ils n'ont pas jouées. Et ensuite, ils vont compter chacune de leurs cartes qu'ils n'ont pas jouées. Et le total, vont prendre le total des cartes. Mettons que c'est 7 cartes au total, vont prendre un total ici de 7 cartes et vont venir les déposer dans le paquet épreuve. Donc, thématiquement, plus on avance dans la guerre, plus le moral devient bas. Et on se souvient que le moral, s'il atteint 0, c'est la fin de la partie aussi. Ça fait qu'on a eu la phase préparation, on a eu la phase mission. Maintenant, il y a la phase soutien. Bon, la phase soutien, je l'ai déjà expliqué un peu auparavant, fait que je n'y reviens pas. Et après la phase soutien, il y a la phase morale. Donc, comme je vous ai expliqué, la phase où on transfère les cartes du paquet de morale vers le paquet de mission. Maintenant, on gagne la partie si les joueurs réussissent à se défaire de toutes les cartes mission, de toutes les cartes épreuves, ainsi que ceux dans nos mains. Donc, s'il ne reste plus de cartes ici, libérant ainsi la colombe, et qu'il ne reste plus de cartes dans nos mains, on peut crier victoire. Sinon, on est défait, comme je vous ai dit tantôt, s'il y a un des joueurs qui décède par 4 cartes coup dur. Si aussi le paquet ici de morale est à 0, c'est la défaite aussi. C'est le jeu. À la fin d'une mission, si jamais ce n'est pas une condition de victoire ni une condition de défaite et que le jeu se poursuit, le jeton premier joueur va aller au joueur suivant et le joueur qui était chef de groupe auparavant va recevoir un jeton discours. Alors, c'est le jeu Grizzled. Maintenant, allons voir mon appréciation finale. The Grizzled, les poilus. Ouf! Tout un jeu qu'il y a dans cette petite boîte. Alors, comme vous avez pu voir, c'est un jeu qui est à la fois complet et aussi intense. Désolé, aussi par le fait même, il y a probablement des petites règles que j'ai sautées ici et là. Vous pourrez aller voir dans le livre d'instructions afin de compléter cette vidéo règle. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Grizzled? Je crois que c'est un jeu qui est très plaisant, mais qui ne sera pas pour tout le monde. Il va cibler une clientèle un peu plus spécifique. Je crois justement d'ailleurs qu'il va être plus, on va cibler plus les amateurs de jeux de société, ceux qui ont déjà joué peut-être à des jeux coopératifs auparavant, que les débutants. Je veux dire, un débutant qui voudrait s'initier aux jeux coopératifs, à la mécanique de coopératif, je l'inviterais plutôt à venir jouer à Pandémie plutôt qu'à The Grizzled, dans lequel il y a des règles quand même assez spécifiques par rapport à la communication. Ça m'amène à l'autre point aussi où c'est un jeu qui va être plus facile à jouer, c'est-à-dire ou plus facile à gagner si on joue avec des joueurs qu'on connaît autour de la table. Justement par le fait des mêmes règles, les règles de communication, c'est-à-dire que dans le jeu, on ne peut aucunement communiquer
parler ou donner des indices ou toute forme de communication aux autres joueurs concernant le contenu de nos cartes. Donc à ce moment-là, si on joue avec des joueurs qu'on n'est pas habitué autour de la table, des joueurs qu'on connaît moins, on peut peut-être un peu moins les saisir un petit peu, là, puis ça risque de rendre le jeu un peu plus difficile. Ce n'est ni un jeu pour les gens qui croient y avoir du combat. Comme vous avez pu voir, c'est un jeu de guerre, mais il n'y a pas de combat. Et ce n'est ni un jeu de party. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est très plaisant, mais c'est un jeu qui n'aura pas nécessairement de grands fous rires ou des éclats de rire ou des gens qui sautent autour de la table. C'est plutôt un plaisir qui est cérébral, celui de gérer comme il faut nos cartes afin de gagner la victoire. C'est un jeu qui va attirer les joueurs comme moi qui sont fans du côté artistique, donc parce que c'est un jeu, comme je l'ai dit au tout début, illustré par Monsieur Tignou, qui nous fait penser un peu aux bandes dessinées, donc c'est sûr que le côté artistique est très poussé, et sachant aussi que c'est son dernière œuvre, avant de mourir, sur lequel il a travaillé, ça en fait un peu un objet de collection. Alors, c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc, pour conclure, c'est un gros thumbs up. Pourquoi j'en donne pas deux? Tout simplement parce que, comme j'ai dit, il va être un peu plus spécifique. C'est un jeu que je ne pourrais pas sortir avec n'importe qui. Je vais cibler la clientèle à ce moment-là. Alors, j'espère que ça a été instructif. Partagez ma vidéo, commentez, ça va me faire plaisir d'y répondre. En attendant une autre critique, bien amusez-vous et faites une partie.